Merci beaucoup, Saad, pour ces gentils mots. Merci à Si Hassan Al-Roumari. Merci beaucoup à l'ADEC, à l'Association des diabétologues et des endocrinologues de Casablanca, qui ont bien voulu accepter, bien sûr, de collaborer avec nous et d'organiser un petit peu de façon conjointe ce webinaire qui a l'air d'être très, très prometteur, j'espère, Inch'Allah. Je voudrais aussi remercier les laboratoires Novo Nordisk pour leur participation et leur soutien à ce webinaire. Alors voilà, donc je vais essayer de vous parler un petit peu du point de vue du cardiologue dans la gestion des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire éventuellement. Voilà, pour cela, donc j'ai été obligé de voir un petit peu toutes les recommandations. Et là, vous voyez, à partir de 2017 jusqu'à 2021, donc il y a beaucoup de recommandations de sociétés savantes, qu'elles soient européennes ou nord-américaines. Et les plus importantes, à mon sens, ce sont les recommandations de l'ADA de 2021, les recommandations de l'ESC 2021 sur la prévention du risque cardiovasculaire et aussi les recommandations 2019 sur tout ce qui est diabète et prédiabète. Alors, le diabète, c'est une véritable maladie, c'est une véritable épidémie, et donc on prévoit quelque chose comme 600 millions de cas en 2045, 2 à 4 fois plus d'infarctus du myocarde et d'AVC. Donc, c'est une véritable maladie, mais c'est aussi un véritable facteur de risque qui est puissant et indépendant de maladies cardiovasculaires. Il augmente le risque d'insuffisance cardiaque et aussi de maladies rénales chroniques, 3 fois plus de mortalité. Voilà, donc 1,5 million de décès chaque année pratiquement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le diabétique, il perd un petit peu quelque chose comme 4 à 8 ans en termes d'espérance de vie. Voilà ce que je disais tout à l'heure, 2 fois plus de maladies coronaires, 2 fois plus d'accidents vasculaires cérébraux, 2 fois plus de décès d'origine vasculaire. Le diabète, comme j'ai dit, c'est un véritable facteur de risque et puissant indépendant, mais il n'est jamais, il travaille jamais tout seul, donc il n'opère jamais tout seul. Souvent, il est associé à d'autres facteurs de risque, bien entendu, qui vont eux aussi augmenter ce risque cardiovasculaire. Ceci dit, le risque d'atteinte coronaire ces 10 dernières années a diminué chez le diabétique, et ça, c'est essentiellement parce qu'on comprend mieux un petit peu, on gère un peu mieux les facteurs de risque et les maladies cardiovasculaires. On stratifie mieux le risque chez ces patients-là. Et ça, c'est important, on va le voir tout à l'heure. La morbidité et la mortalité chez le diabétique n'a pas, par contre, changé et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ont augmenté. Tout ceci fait que on est obligé d'adopter une stratégie, avant qu'elle soit thérapeutique, une stratégie d'évaluation du risque chez le patient diabétique, parce que tous les diabétiques ne sont pas les mêmes, n'ont pas tous le même risque. Et deuxièmement, il faut absolument adopter une stratégie thérapeutique pour cette population tout à fait ciblée. Alors, avant de commencer, parce qu'on va parler du risque cardiovasculaire, quelques définitions sont très importantes. Elle achète les définitions parce que tout simplement, les recommandations, elles en parlent, ils parlent de ça. Et donc, ils utilisent un petit peu des termes. Nous, en tant que cardiologue, en tant qu'endocrinologue, on est obligé de connaître ces termes. Quand on parle d'ASCVD, c'est-à-dire de maladie cardiovasculaire athéromateuse, c'est-à-dire qu'il y a de l'athérome. Là, c'est tout ce qui est maladie coronaire, vascularisée ou non revascularisée, c'est tout ce qui est AVC et tout ce qui est maladie artérielle périphérique, qu'elle soit au niveau des membres inférieurs, des artères rénales, etc., etc. Et qu'elle soit vascularisée ou non vascularisée. Maintenant, les maladies cardiovasculaires, en général, ça regroupe 2 choses. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, coronaire, AVC et maladie périphérique, mais aussi l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, comme vous le savez très bien, elle peut ne pas être d'origine ischémique. Et là, on va parler plutôt de maladie cardiovasculaire. La maladie rénale, c'est soit une baisse du DFG, soit et ou une albuminurie. Donc, c'est comme ça quand on va parler de maladie rénale diabétique. Alors, quelles sont les particularités de l'atteinte coronaire chez le diabétique? L'atteinte coronaire est souvent, donc il présente des symptômes qui sont atypiques, ils ont des atteintes multifocales, c'est souvent des tritronculaires sévères, avec un lit d'aval qui n'est pas bon du tout. Ils ont des lésions qui sont calcifiées, difficiles parfois à dilater, des lésions distales, bref, c'est des lésions qui sont un peu complexes. Autre chose, chez le diabétique
coronarien, il faut faire extrêmement attention à l'hypoglycémie parce qu'elle peut aggraver la situation, elle peut être même mortelle. On va le voir très rapidement tout à l'heure. Alors, l'insuffisance cardiaque, parce que nous avons avec nous nos amis endocrinologues, et donc on doit un petit peu avoir un langage commun. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est moins de 40%. Après, à fraction d'éjection préservée, au-delà de 50, et entre 40 et 50, c'est une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection légèrement réduite. L'insuffisance cardiaque, c'est très fréquent chez le diabétique. C'est la prévalence de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite est la plus importante, de l'ordre de 50%, et le pronostic de la fraction d'éjection réduite est plus péjoratif que celui de la fraction d'éjection légèrement réduite, que celui de la fraction d'éjection préservée. Le diabète et l'insuffisance cardiaque, donc souvent il y a de l'ischémie et de l'hypertension artérielle, donc souvent, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs de risque souvent chez le patient qui ont une insuffisance cardiaque. Quand on est diabétique, donc 10 à 15% sont en insuffisance cardiaque, et quand on est en insuffisance cardiaque, 40% des patients sont diabétiques. Donc presque la moitié des insuffisants cardiaques sont des diabétiques. Alors les mécanismes de l'insuffisance cardiaque, c'est souvent soit l'atteinte microvasculaire, soit des anomalies du métabolisme myocardique, soit l'hyperinsulinémie, l'insulinorésistance, la fibrose myocardique et l'inflammation chronique. Ça a été documenté, les endocrinologues, ils le savent mieux que nous. Le diabète, c'est un état inflammatoire qui peut être chronique. Et donc ça peut engendrer des lésions qui peuvent être vasculaires ou parfois myocardiques. L'atteinte des organes cibles, ça aussi, c'est des définitions donc, qui sont très précises. L'atteinte des organes cibles, c'est-à-dire qu'on a soit l'atteinte rénale, protéinurie ou DFG, soit une atteinte rétinienne sévère, soit une atteinte du cœur sous forme d'HVG, soit des atteintes, mais qui sont encore asymptomatiques. C'est-à-dire lorsqu'on a une plaque carotidienne ou coronarienne au niveau des membres inférieurs, par exemple, mais qui sont asymptomatiques, qu'on a découvert soit par un test d'ischémie, soit par un échodoppler vasculaire, soit par éventuellement un index cheville-bras. Le score calcique, c'est très important aussi pour détecter des atteintes des organes cibles, et l'index cheville-bras, donc on en a parlé, et l'ischémie silencieuse. On va revenir très rapidement tout à l'heure pour voir quels sont les patients diabétiques, parce qu'on est dans le diabète, quels sont ces patients diabétiques qu'on va screener pour l'ischémie silencieuse. Alors, les autres facteurs de risque, je ne vous apprends rien du tout, mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu que le diabétique, c'est spécial et qu'il a des facteurs de risque qui sont spécifiques à lui. Regardez par exemple un diabète de longue durée, de plus de 20 ans. C'est un facteur de risque péjoratif. Un diabète qui est mal équilibré. Donc, lorsqu'on a une HbA1c qui est élevée et qui est non contrôlée et qui dure dans le temps, c'est un élément de mauvais pronostic. Les épisodes d'hypoglycémie, c'est aussi attaché au diabète, c'est très important. La stéatose hépatique, c'est un facteur de risque. La dysfonction érectile, et j'en passe. Les troponines et les BNP sont des facteurs de risque qui sont mineurs. Donc, ils n'apportent pas grand-chose en termes de pronostic chez ces patients. Alors, comment agit un petit peu le diabète sur le risque cardiovasculaire et les complications cardiovasculaires? Par l'insulinorésistance, l'hyperglycémie et les autres facteurs, bien entendu, ça entraîne un stress oxydatif, une diminution du NO et donc une vasoconstriction. On a une dysfonction endothéliale, on a une activation plaquettaire, etc. Qu'est-ce qui arrive quand on a une dysfonction endothéliale chez le diabétique? Donc, il y a un passage des LDL à travers cette barrière. Normalement, ils ne devraient pas passer. Donc, ils sont ingérés par les macrophages, par les cellules spumeuses, et c'est le primo movens de la plaque d'athérome. Cette plaque d'athérome qui va commencer à se constituer avec une chape fibreuse ou avec un cœur lipidique, et puis pour une raison ou pour une autre, il y a une cassure, et c'est là où va intervenir un petit peu l'agrégation plaquettaire et les phénomènes de thrombose.
Les épisodes d'hypoglycémie, je ne peux pas ne pas en parler parce que ça intéresse les diabétiques et ça intéresse le risque cardiovasculaire. Les épisodes d'hypoglycémie, ça augmente le risque d'événements cardiovasculaires et de mortalité. Leur mécanisme n'est pas très connu, mais très probablement il passe par des phénomènes pro-inflammatoires et une réduction de la vasodilatation. Et nous, en tant que cardiologues et les endocrinologues, doivent absolument faire très attention chez les patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire avancée. Les malades qui ont une maladie cardiovasculaire avancée et qui sont entre autres sous insuline ou sous autres médicaments hypoglycémiants, il faut faire très très attention parce que c'est ce genre de patients-là qu'on a une augmentation du risque d'ischémie et d'arythmie et donc de mortalité. Alors voilà, donc c'était une introduction, mais c'était une introduction qu'il fallait absolument faire chez le diabétique pour être d'accord sur les termes qu'on va utiliser par la suite. L'utilisation, après, il faut, quand on est devant un diabétique, qu'on soit endocrinologue ou qu'on soit cardiologue, il faut absolument évaluer le niveau de risque cardiovasculaire. Et cette évaluation du niveau de risque cardiovasculaire, elle est très, très importante. C'est une étape cruciale. Actuellement, en 2022, on n'a plus le droit de traiter les diabétiques tous de la même manière. On n'a plus le droit de les prendre en charge de la même manière parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau de risque. Alors, vous voyez que leur niveau de risque, un diabétique, son niveau de risque, il commence par un risque modéré. Il ne commence pas par un risque faible. Le fait des diabétiques, c'est un risque modéré. Alors, modéré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un diabète mais de moins de 10 ans, mais qui n'a jamais eu d'atteinte des organes cibles et qui n'a pas d'autres facteurs de risque et qui n'a pas d'atteinte cardiovasculaire. Le risque élevé, c'est très précis. C'est quelqu'un qui n'a pas de maladie cardiovasculaire avérée ou bien qui n'a pas d'atteinte des organes cibles sévères. Et ça, c'est important. Et qui n'a pas les critères d'un risque modéré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'il a un diabète qui dure depuis plus de 10 ans, qu'il a des éléments de la famille qui ont une maladie cardiaque prématurée, c'est quelqu'un qui a d'autres facteurs de risque, un contrôle diabétique qui est mauvais, du lipide, il fume, il a de l'hypertension artérielle, il a une albuminurie qui est entre 30 et 300, et je précise, le risque élevé, c'est entre 30 et 300. Quand on est au-delà de 300, c'est une macroprotéinurie, c'est-à-dire que le patient, il passe dans cette rubrique, c'est-à-dire dans la rubrique du patient à risque très élevé. Ça peut être une rétinopathie, d'accord, une dysfonction érectile, bref, quelqu'un qui est sédentaire aussi, il fait partie de ce risque élevé. Et puis, bien entendu, le risque très élevé, parce que ce sont des termes qu'on va utiliser tout au long de ces présentations. Le risque très élevé, c'est lorsqu'on a un DFG qui est inférieur à 45, mais sans tenir compte de l'albuminurie. Quand on est entre 45 et 60 avec une microalbuminurie, et lorsqu'on a une macroprotéinurie au-delà de 300, vous voyez ici, ou bien lorsqu'on a une atteinte microvasculaire, 3 atteintes microvasculaires minimum, c'est-à-dire une atteinte rétinienne, une atteinte rénale et une atteinte neurologique, c'est-à-dire un neurodiabète. Alors, des sociétés savantes, on ne va pas rentrer dans ces détails, ont proposé des calculateurs de risque. Ça, c'est le calculateur de risque donc, qui a été proposé par l'ADA, par la société américaine. Et puis, les Européens ont proposé l'équation de score 2, le score 2 pour les personnes âgées en fonction du niveau de risque, en fonction des pays. Alors, l'évaluation du risque cardiovasculaire, comme on vient de le dire tout à l'heure, donc ça dépend de l'âge du diabète, ça dépend de l'existence de facteurs de risque, d'atteinte des organes cibles ou bien de véritables maladies cardiovasculaires authentiques. Donc, on a besoin de quoi quand on est devant un patient? On a besoin d'avoir une idée sur la microalbuminurie, un ECG de repos, on a besoin d'une échocardiographie, c'est important. C'est important de savoir qu'elle est importante pour voir s'il y a de l'hypertrophie ventriculaire gauche, pour voir s'il y a de la dysfonction VG. Quand on a une dysfonction VG chez quelqu'un qui est diabétique, on va penser à l'ischémie et on va aller un peu plus là, on va avoir la main facile vers une coronographie. C'est très important à retenir. Deuxièmement, pour évaluer ou pour améliorer l'évaluation du risque, elle n'apporte pas grand-chose, l'échocardiographie.
L'écho Doppler des carotides, je précise deux choses. L'écho Doppler, il est très intéressant s'il trouve des plaques. Il est inintéressant de calculer l'épaisseur intima média selon les dernières recommandations. Donc, si on fait un écho Doppler des carotides, c'est essentiellement pour voir s'il y a des plaques. Le score calcique, on va le revoir. L'index cheville-bras de moins de 0,9. La vitesse de l'onde de pouce est très important chez le sujet âgé pour voir s'il y a une rigidité artérielle. L'IRM cardiaque n'a pas beaucoup d'intérêt. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'épaisseur intima média n'a aucun intérêt. Pardon. Alors, le score calcique, c'est très intéressant. Il est très, très utilisé aux États-Unis. Il est un peu moins utilisé dans notre contexte. Il aide à l'évaluation du niveau de risque. C'est très important pour avoir une idée sur le risque. Il est intéressant. Il faut savoir juste qu'à 0, lorsqu'on a un score à 0, il peut être associé à un pronostic qui est favorable chez les diabétiques asymptomatiques. Mais il peut être trompeur. C'est un sujet jeune qui a des plaques qui ne sont pas calcifiées. On peut avoir un score qui est faible. Et ça, il faut faire attention. Chaque élévation du score, c'est graduel. Plus le score calcique est élevé et plus le pronostic cardiovasculaire est mauvais. Au-delà de 400 unités d'Agaston, il faut faire très attention. Peut-être qu'il y a des lésions coronaires. Ceci dit, le score calcique, bien entendu, il ne va pas renseigner sur le degré de sténose. Il n'est pas toujours synonyme d'ischémie. Il faut toujours l'associer à un test d'ischémie. C'est très important. Et quand vous avez un score qui est au-delà de 400, il faut associer un test d'ischémie pour voir s'il y a des lésions qui sont parlantes. C'est extrêmement important. Je passe au coroscanner. Le coroscanner, c'est intéressant. Il est non invasif. Il permet d'avoir une idée sur le degré de sténose. Il permet de prédire d'événements cardiovasculaires. Ça a été démontré par l'étude Scott Hart qui a montré que le fait de céder par le coroscanner, il permet de diminuer le risque cardiovasculaire au long cours. Et puis, ce qui est parfois un petit peu, ce qui peut un petit peu nous dérouter avec le coroscanner, c'est que ça peut, parce on va l'utiliser chez des gens qui sont asymptomatiques, il peut déboucher sur des gestes de revascularisation qui ne sont pas parfois nécessaires. On sait que le patient asymptomatique ou le patient qui a un angor stable, etc., on peut le traiter par un traitement médical. Ça a été démontré aussi. Maintenant, on arrive comment screener les patients asymptomatiques. C'est ça le plus important. On est devant un patient diabétique. On a évalué son niveau de risque, modéré, élevé ou très élevé. Maintenant, chez qui je vais demander un score calcique, chez qui je vais demander un test de stress, chez qui je vais demander une coronarographie. C'est ça le plus important. Il y a la question si on veut avoir du mérite et si on veut si on veut sauver des vies de cette manière-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les recommandations sont d'accord que ce screening des patients diabétiques ne doit pas être systématique. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, c'est que ce sont tous pratiquement des patients qui sont à haut risque cardiovasculaire et ils sont tous sous traitement optimal. Et donc, souvent, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Deuxièmement, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence significative prouvée entre un traitement médical et une stratégie invasive chez ces patients. Et puis, ce que j'ai découvert en lisant un petit peu sur ce sujet, c'est que l'ischémie silencieuse peut être réversible. Il y a des cas, des patients qu'on a bilantés aujourd'hui, ils ont de l'ischémie silencieuse, par exemple, par une écho de stress ou bien une IRM de stress, et puis 3 ans plus tard, le test, il est négatif. Donc, il est négatif. Donc, c'est pour ça que les tests ne doivent pas être, et le screening ne doit pas être systématique. Alors, quand est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire quand il y a des symptômes, même asymptomatiques. Comme je disais tout à l'heure, le diabétique, il a des symptômes atypiques. Deuxièmement, quand il y a un souffle vasculaire. Donc, c'est au niveau carotidien, au niveau des membres inférieurs, au niveau abdominal, etc. Quelqu'un qui a fait un AVC, quelqu'un qui a une artériopathie des membres inférieurs, et quand il y a une anomalie ECG, quand il y a des troubles de la repolarisation, des anomalies de l'ECG, il ne faut pas hésiter à screener ces patients-là pour voir s'ils ont ou pas une maladie coronaire. Il y a aussi le sujet âgé, il est à risque, le diabète ancien, les patients qui ont beaucoup de facteurs de risque et les patients qui ont une atteinte des organes cibles. Ça veut dire quoi? On rejoint les patients qui sont à très haut risque
cardiovasculaire. OK? Cette ischémie silencieuse n'est pas rare, elle est de l'ordre de 22%. Elle peut s'appuyer pour la détecter, on peut s'appuyer sur le score calcique, sur le coroscanner, sur l'écho d'effort, sur l'écho de stress, sur la scintigraphie, sur l'IRM de stress, bref. Il y a toute une panoplie d'examens. On pourra en discuter dans le débat tout à l'heure si vous le souhaitez, mais il faut que ça soit une discussion raisonnée et raisonnable pour qu'il y ait un bénéfice coût et apport de ces examens complémentaires. Pardon. Voilà. Alors, Paul Valency, il a proposé un petit peu cet algorithme, ce tableau, pour dire quels sont les patients qui vont bénéficier de ceci ou cela. On parle très, très bien des patients diabétiques asymptomatiques. Alors, lorsqu'on est à très haut risque cardiovasculaire, et là, je ne reviens pas sur le très haut risque cardiovasculaire, à ce moment-là, bien entendu, ils sont déjà à très haut risque cardiovasculaire, on n'est pas obligé de passer par un score calcique. Vous voyez très, très bien. À ce moment-là, on va donner un traitement adapté et puis on va screener la maladie coronaire. Et là, c'est l'utilité éventuellement du coroscanner et des tests d'ischémie. C'est très important. Si maintenant, on est devant quelqu'un qui est à risque élevé, pas très élevé, mais élevé, à ce moment-là, on va s'aider du score calcique. Et si vous prenez par exemple le score calcique, il est au-delà de 400, c'est le très haut risque cardiovasculaire et on rejoint le patient tout à l'heure. Si on est dans des chiffres en dessous, ça fait intervenir l'âge et puis à ce moment-là, c'est une gymnastique, donc il faut qu'elle soit raisonnable et raisonnée, c'est très important. Et vous voyez un petit peu que les sociétés savantes, ils mettent en avant ce score calcique qu'il va falloir qu'on adopte nous aussi dans nos stratégies et c'est très important. Donc, on n'a pas la main facile, mais je pense qu'il faut essayer de s'aider du score calcique. Alors, la prise en charge, elle est basée sur quoi? Sur, bien entendu, des mesures hygiéno-diététiques. Et là, je ne reviens pas là-dessus parce que ce sont des choses que vous connaissez très, très bien. Donc, c'est-à-dire qu'il faut éviter le tabac, qu'il faut, bien entendu, faire de l'exercice physique, maigrir, et avoir une diététique avec des acides gras polyinsaturés plutôt. Bref, ce sont des choses qu'on connaît très, très bien et qui sont de classe 1A. Alors, deuxième élément, on a des endocrinologues avec nous. Si on veut réduire le risque cardiovasculaire, il faut absolument avoir un contrôle glycémique. Et ce contrôle glycémique, il faut l'exiger chez les jeunes patientes de l'ordre de 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus on est jeune, plus il faut exiger un contrôle. Parce que ce sont des patients qui vont vivre avec leur diabète, et plus le diabète va durer longtemps, et plus il est mal contrôlé, plus il y a de risques cardiovasculaires. Et les recommandations sont pour un HbA1c inférieur à 7%, mais ça se discute. Ça se discute. Chez les patients qui sont fragiles, qui ont déjà des maladies cardiovasculaires très avancées, d'accord, des comorbidités, je pense qu'on peut être un peu plus souple, c'est-à-dire exiger peut-être 7,5, 8, je parle un petit peu sous contrôle de nos amis endocrinologues. L'hypertension artérielle chez le diabétique, donc il faut exiger un objectif thérapeutique à moins 130, mais pas en deçà de 120 parce qu'il y a la courbe en J, on risque d'aggraver les lésions coronaires éventuellement. La diastolique aussi, moins de 80, mais pas moins de 70. Et chez le sujet âgé, une occupations systolique entre 130 et 140. Et là, on va privilégier, comme vous le savez très très bien, les bloqueurs du système rénine-angiotensine avec soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique. Mais il ne faut pas se leurrer. Chez le diabétique, surtout quand il y a une atteinte rénale, et ça tout le monde le sait, on a besoin le plus souvent de 2, 3, voire 4 médicaments pour arriver aux objectifs thérapeutiques chez ces patients. Les objectifs lipidiques, je vais dire juste un petit mot, c'est que les statines sont la pierre angulaire du traitement chez ces patients-là. Il faut toujours essayer de donner des statines puissantes. Comme vous le savez très bien, il y a les statines de puissance élevée, de puissance intermédiaire et de puissance faible. Là, il faut exiger la torvastatine ou bien la rosuvastatine à des doses élevées, bien sûr, tolérables. Si ça ne marche pas ou s'il y a une intolérance,
ou si on n'atteint pas les objectifs, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à utiliser les itimib ou bien les anti-PCSK9. Quand on est devant un patient à très haut risque cardiovasculaire, il faut exiger un LDL à moins de 0,55 grammes par litre. C'est le sujet âgé, c'est une population à part. S'il était déjà sous statine, et vous le voyez pour la première fois, il ne faut pas arrêter son traitement. Si vous le voyez pour la première fois et que vous découvrez chez lui un risque élevé et un diabète, etc., il faut initier les statines, peut-être à des doses faibles, mais il faut tenir compte de la balance risque-bénéfice. C'est extrêmement important chez le sujet âgé. L'aspirine pour la prévention secondaire, personne ne discute de cela, que ce soit chez le diabétique ou chez le non-diabétique. C'est une indication formelle. Maintenant, chez les patients en prévention primaire, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait d'accident cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, on peut donner de l'aspirine à condition que ce soit un patient à très haut risque cardiovasculaire et deuxièmement, à condition que ce soit un patient à faible risque hémorragique. Et il faut discuter, les gens insistent sur cela, il faut discuter avec le patient, c'est important. Une seule indication où on donne l'aspirine avec le rivaroxaban à l'encours, c'est chez les patients qui sont coronariens à risque très élevé. Alors maintenant, les traitements anti-hyperglycémiants de dernière génération, je vais juste vous montrer un petit peu ce que disent les recommandations. Lorsqu'on est devant un diabétique avec une ASCVD, retenez, souvenez-vous, c'est la maladie coronaire, la maladie vasculaire cérébrale ou bien la maladie artérielle périphérique. Là, on donne soit un inhibiteur SGLT2 ou bien on donne un analogue de GLP-1. Lorsqu'on est devant une atteinte des organes cibles, et on a dit tout à l'heure quelles sont les atteintes des organes cibles, encore une fois, c'est SGLT2 ou GLP-1. Quand on est devant une maladie rénale, c'est SGLT2. Les analogues du GLP-1 ont montré un bénéfice sur l'atteinte rénale, mais c'est un bénéfice qui est modeste. On va y revenir très, très rapidement. Quand on est devant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est les inhibiteurs des GLT2. Là, il n'y a pas de discussion. Alors, en termes, lorsque le patient a une atteinte athéromateuse, il y a plusieurs études qui ont montré l'utilité des inhibiteurs de SGLT2, moins de 14% des critères composites. Critères composites, ça veut dire maladie coronaire, AVC et décès cardiovasculaire. Moins 32% de toute cause mortalité, moins 38% des décès cardiovasculaires, moins 44% d'atteinte rénale, un effet modeste des inhibiteurs de SGLT2 sur la survenue d'infarctus et d'AVC. Ça a été démontré, donc ils n'ont pas beaucoup d'effets. C'est pour ça que par la suite, on a scindé un petit peu GLP-1 lorsqu'il y a de l'athérosclérose SGLT2 lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque et GLP-1 lorsqu'il y a une maladie athéromateuse. Moins 30% des hospitalisations pour une insuffisance cardiaque. Une chose qui est très intéressante, c'est que ces chiffres ont été obtenus indépendamment du niveau de contrôle du diabète, d'HbA1c, et en dehors de toute prescription ou non auparavant de la metformine. Alors, l'insuffisance cardiaque d'APA-HF, vous la connaissez très, très bien. Donc, elle a retranscrit un petit peu ses effets sur la mortalité, sur le nombre d'hospitalisations, sur la qualité de vie. Bref, c'est des études qui sont extraordinaires, qui vont changer nos pratiques. Et là, j'espère qu'on aura un bon débat tout à l'heure pour essayer d'optimiser un petit peu ce genre de thérapeutique pour nos patients. Emperor pour l'empagliflozine, dans l'insuffisance cardiaque, la même chose. Donc c'est des études qui sont solides, qui ont montré beaucoup de choses. La sotagliflozine, c'est une glyphosine qui inhibe les récepteurs 1 et 2, d'accord, et elle peut être utilisée dans l'insuffisance cardiaque, elle aussi. Elle a permis de réduire les décès cardiovasculaires et les hospitalisations. Et là, vous voyez un petit peu les recommandations de la Société européenne de cardiologie, et vous voyez que quand on a une insuffisance cardiaque, c'est inhibiteur de HDLD2, tout comme l'aldactone, tout comme les bêta-bloquants, ou tout comme les IEC ou l'ARNI. Donc, elle est en première ligne, hein, donc c'est des médicaments qui sont en première ligne pour l'insuffisance cardiaque. Alors, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite,
Encore une fois, c'est dapagliflozine et empagliflozine avec un niveau de preuve 1A. Lorsque on est devant une fraction d'éjection préservée, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de choses. C'est les diurétiques, d'accord, selon les dernières recommandations. Mais il y a une étude récente qui vient de sortir qui s'appelle Emperor Preserved et qui a été faite avec l'empagliflozine et qui montre, sur un grand nombre de patients et qui ont tous une fraction d'éjection préservée et qui a montré une réduction du critère composite, décès cardiovasculaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque seule aussi. Alors, atteinte rénale et GT2, oui, ça a été démontré avec les 3 molécules, une diminution de la progression de la maladie rénale, une baisse de l'insuffisance de la maladie rénale terminale, une baisse des arrivées vers la dialyse, et là, les mécanismes, on les connaît tous, de ces médicaments-là. Alors, ce qu'il faut retenir sur les SGLT2, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces molécules-là, il faut les utiliser dans la prévention. Faites attention aux termes. Prévention de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, prévention des décès cardiovasculaires, prévention du déclin de la fonction rénale chez les patients ayant un diabète avec maladie cardiovasculaire ou facteur de risque ou maladie rénale, c'est-à-dire c'est des patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire. Deuxième chose, la dapagliflozine et l'empagliflozine sont recommandées dans le traitement, pas dans la prévention, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite avec ou sans diabète. Les analogues des GLP-2, c'est une classe qui est extrêmement intéressante et est séduisante. Elle a montré son bénéfice chez les diabétiques avec une ASCVD établie, maladie coronarienne, cérébrale ou artérielle périphérique. Il y a 3 molécules, l'albiglutide, dulaglutide, liraglutide, réduction de 12% des MACE, des mortalités cardiovasculaires, etc., de moins 9% des IDM, moins 16% des AVC, moins 9% des insuffisances cardiaques. Ce n'est pas qu'elle a un effet neutre sur l'insuffisance cardiaque. Elle a un petit effet sur l'insuffisance cardiaque, cette classe thérapeutique, mais ils ne sont pas encore recommandés. On n'a pas encore atteint le seuil de significativité de cette classe thérapeutique et moins 17% de critères composites d'atteinte rénale. Mais là encore, c'est un effet qui est modeste sur l'atteinte rénale. Alors, le mécanisme d'action, c'est un mécanisme d'action qui est très séduisant des analogues des GLP-1, réduction de la glycémie, réduction du glucagon et retard de la vidange gastrique. Et le fait d'avoir un retard de la vidange gastrique, ça entraîne une satiété, une baisse du poids, une baisse de la pression artérielle. Donc, quand on traite ces patients-là avec ces molécules-là, on va voir leur poids baisser, alors que c'est la hantise des diabétiques de ne pas prendre du poids, la baisse de la pression artérielle et un effet anti-inflammatoire, on l'a dit tout à l'heure, qui est présent chez le diabétique. La metformine, juste un tout petit mot pour dire que c'est une molécule qui est connue depuis 60 ans, qu'il ne faut pas la tuer de façon définitive, il faut l'éviter chez le patient qui a une insuffisance hépatique ou une insuffisance rénale sévère, qu'il n'y a pas encore d'études de morbimortalité chez le patient diabétique avec des facteurs de risque, avec une atteinte cardiovasculaire sévère ou une insuffisance cardiaque. Pour les Américains, il faut la donner en première ligne. Chez les Européens, il faut la donner en deuxième ligne. Alors, après, il y a les Américains, il y a les Européens. Donc, ils se sont mis en réunion, tous, et c'est la réunion d'experts qui a eu lieu, je pense, en 2021, pardon, et ils sont partis avec l'idée que inhibiteur HDLT2, analogue GLP-1, pour les patients à haut risque cardiovasculaire, avec atteinte rénale, avec atteinte cardiaque, avec insuffisance cardiaque, indépendamment du traitement antérieur, du contrôle glycémique ou des objectifs thérapeutiques. Il faut juste tenir compte du niveau de risque et du coût de ces molécules-là. Alors, juste un mot sur le diabétique de type 1, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, malheureusement, pas malheureusement, mais le contrôle glycémique, il reste au sommet des objectifs thérapeutiques, c'est chez ces patients-là. Il faut juste savoir que les inhibiteurs des SGLT2 peuvent être donnés en complément de l'insuline chez ces patients-là. C'est possible aussi. Alors, une avant-dernière diapositive pour parler un petit peu de la COVID-19 chez ces patients-là qui sont diabétiques et à risque cardiovasculaire. Il faut savoir que la COVID peut précipiter l'infarctus, la myocardite,
l'insuffisance cardiaque, l'arythmie et l'insuffisance rénale, qu'il y ait une infection directe de l'endothélium, c'est ce qu'on appelle une endothéléite par le virus, que le pronostic est mauvais dans ces cas-là, que les complications thromboemboliques sont plus fréquentes lorsqu'il s'agit d'un patient diabétique, que toutes les molécules pratiquement augmentent les récepteurs ACE2, ces récepteurs qui existent dans les cellules qui vont réceptionner le virus, qui va rentrer dans le corps. Mais même avec cette hypothèse-là, ce n'est pas prouvé que ces molécules-là aggraveraient l'infection par le SARS-CoV-2. Donc, il faut peut-être privilégier l'insuline, les inhibiteurs de la DPP4 et les analogues de la GLP1. Il faut éviter les stéroïdes en période de Covid chez le diabétique, dans la mesure du possible, bien entendu. Il ne faut pas arrêter les IEC, les ERA2, les statines, et il faut essayer d'anticoaguler chez ces patients-là, bien sûr, quand l'indication se présente. En conclusion, le risque cardiovasculaire doit être systématiquement évalué chez ces patients-là. Il ne suffit pas de traiter le diabétique, il ne faut pas traiter l'hypertension, il ne faut pas traiter les patients de façon un petit peu monotone. Donc, il faut évaluer leur niveau de risque de façon précise. En cas de risque très élevé, c'est analogue GLP1 ou inhibiteur SGLT2, indépendamment du contrôle glycémique. La place actuellement au contrôle des événements cardiovasculaires plutôt que du contrôle glycémique. En 2022, c'est la règle maintenant. Les explorations à la recherche d'ischémie silencieuse ne doivent pas être systématiques. Et bien sûr, il faut que ça soit ciblé les patients qui sont à très haut risque. Et enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, dernière conclusion, seuls les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire vont justifier des mesures. Lesquelles ces mesures? Quand on est à très haut risque cardiovasculaire, on a le droit de faire une recherche d'ischémie silencieuse. Il faut absolument atteindre des lipides à 0,55. Il faut faire des dosages de lipoprotéines qui sont à haut risque, qui sont hétérogènes, comme la lipoprotéine A et comme l'ApoB, par exemple. Le traitement par l'aspirine en l'absence de contre-indication. Chez ces patients-là, on a le droit de le donner, mais il faut faire attention aux contre-indications. Et un traitement inhibiteur SGLT2 ou analogue GLP1 doit être donné chez ce groupe de patients qui sont à très haut risque. Et je vous remercie pour votre attention.